Observez ce graphique illustrant les véritables gagnants de la mondialisation de 1988 à 2008 selon la croissance des revenus. Le grand groupe au centre représente surtout la Chine, où des centaines de millions de personnes ont quitté la pauvreté pour rejoindre la classe moyenne. Cependant, un groupe a été négligé, la classe moyenne inférieure aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. Leurs revenus ont à peine bougé. Pendant ce temps, le revenu du top 1% a explosé, égalant les gains de la classe moyenne chinoise. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qui profite vraiment de la mondialisation? Ce graphique explique en grande partie l'élection de Trump et l'imposition actuelle de tarifs douaniers sur d'autres pays. Entrons dans le vif du sujet. La Chine veut faire croire que tout le monde bénéficie de la fabrication en Chine. Mais en examinant les faits et les chiffres, vous réalisez que l'histoire de la Chine n'est que propagande et mensonge. Je suis certain que l'armée de bots du Parti communiste chinois n'appréciera pas cette vidéo exposant les mensonges de la Chine. Pour m'aider à combattre l'armée de bots, cliquez sur j'aime et abonnez-vous ci-dessous. Tout ce que vous faites aide nos vidéos à survivre sur le système YouTube. L'histoire débute en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale. Les membres des Nations Unies se sont rassemblés en Suisse pour signer l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, un document historique. 23 pays ont accepté de réduire les tarifs imposés sur le commerce international, avec le gouvernement américain en tête de cette initiative. À cette époque, l'Europe et l'Asie étaient encore en ruine, et le Sud global n'était pas encore industrialisé. À la fin des années 1940, les États-Unis représentaient plus de 50% du produit intérieur brut mondial, un monopole inédit. De plus, grâce à la marine la plus puissante au monde, les États-Unis pouvaient garantir la liberté des routes commerciales. Les États-Unis voulaient s'en servir comme outil de soft power. En ouvrant le commerce avec d'autres nations en Europe et en Asie, l'Amérique deviendrait très populaire à l'étranger. Mais au-delà de cet aspect géopolitique, une autre raison motivait la promotion du libre-échange. Selon la théorie des avantages comparatifs, le libre-échange stimulerait la croissance économique. Nous ne vous ennuierons pas avec les détails, mais en gros ça se passe comme ça. Si chaque pays produit les biens et services qu'il maîtrise le mieux, l'idée est que tout le monde obtiendra plus de biens et services au total. Ainsi, les restrictions commerciales internationales ont été progressivement levées pour atteindre cet objectif. Ce graphique montre l'évolution de la moyenne des tarifs douaniers américains sur les importations au fil du temps. Au cours des années 1800, les États-Unis facturèrent jusqu'à 57% sur les importations. En 1947, le taux moyen est tombé à 7,9%, et en 1995, il a été réduit à 2,5%. C'était une année importante, car le 1er janvier 1995, l'Organisation mondiale du commerce a été créée. 50. Organisation mondiale du commerce basée à Genève en Suisse vise principalement à réduire les tarifs douaniers et autres barrières commerciales dans le monde. Elle compte actuellement 166 membres, couvrant 98% du produit intérieur brut mondial et 93% de la population mondiale. Depuis 1995, les tarifs douaniers américains sur les importations ont encore baissé, passant à moins de 1,5% dans les années 2010. La baisse continue des tarifs d'importation a facilité l'essor de la mondialisation. Ce graphique montre que de 1950 à 2023, le volume du commerce mondial a augmenté de 4400%. Cela a eu un énorme impact positif sur le produit intérieur brut de chaque pays sur Terre. Le produit intérieur brut mondial passant de 12 000 milliards en 1950 à 167 000 milliards maintenant, mesuré en dollars de 2021. Ça a l'air génial, n'est-ce pas? Mais ces chiffres pourraient simplifier un peu trop la réalité. Pour comprendre cela, nous devons examiner la balance commerciale des États-Unis. En gros, c'est la balance de combien les États-Unis vendent à d'autres nations, moins combien ils achètent à d'autres nations. Cette vente est appelée exportation et cet achat importation. Le graphique montre l'évolution de la balance commerciale des États-Unis au cours du temps. La balance commerciale des États-Unis est négative et se détériore rapidement, le pays important nettement plus qu'il n'exporte. C'est devenu si extrême qu'en 2024, le déficit commercial total en biens était d'1,2 trillion de dollars américains. Le déficit commercial a pris racine dans les années 70 et 80. Autrefois, le Japon était le principal pays à retirer de l'argent des États-Unis, dominant leurs importations avec ses voitures et produits électroniques. Par conséquent,
Le Japon était devenu la deuxième économie mondiale, et certains prédisaient qu'il pourrait un jour dépasser les États-Unis. Cela vous semble familier ? Comme vous pouvez l'imaginer, les actions du Japon n'étaient pas appréciées de tous. Cela incluait un homme d'affaires à New York nommé Donald Trump. Déjà célèbre à la télévision, lors d'une interview en 1998, il avait quelques réflexions sur le Japon. Il a déclaré que le Japon déverse ses produits sur nos marchés, ce qui n'est pas du libre-échange. Si vous allez au Japon maintenant et essayez de vendre quelque chose, oubliez ça, oubliez-le simplement. C'est presque impossible. Il soulignait que le Japon impose des tarifs plus élevés sur les produits américains que l'inverse. De plus, de nombreuses lois au Japon rendaient difficile l'entrée des entreprises américaines, créant une barrière technique à l'entrée. Il ne s'agit pas réellement de libre-échange. En 2025, le Japon n'est plus la préoccupation principale des États-Unis. Aujourd'hui, le vrai problème concerne la Chine. La Chine a connu une forte croissance économique dans les années 1990 grâce à des réformes internes et à sa main-d'œuvre bon marché, la rendant très compétitive pour la fabrication. De nombreuses entreprises ont délocalisé leur production en Chine, entraînant un boom des exportations chinoises. Une grande partie de ces exportations allait vers les États-Unis, faisant de la Chine le plus grand exportateur vers ce pays. En 2028, cela a conduit à un déficit commercial record de 419 milliards de dollars, représentant environ 2% du produit intérieur brut américain. La Chine contribue le plus au déficit commercial total, mais le Mexique, le Vietnam, l'Allemagne, le Japon et le Canada ajoutent aussi des centaines de milliards à ce déficit. Cependant, il faut noter qu'une part importante des exportations du Mexique, du Vietnam et du Canada sont en réalité des biens chinois qui suivent un itinéraire complexe pour contourner les tarifs américains. Ainsi, le déficit réel avec la Chine est en réalité beaucoup plus grand, surtout si vous regardez les chiffres d'après 2018 lorsque la guerre commerciale s'est intensifiée. Les chiffres de 2024 indiquent que le déficit commercial de l'Amérique avec la Chine est inférieur à 300 milliards. Mais il est beaucoup plus élevé si nous prenons en compte cette réorientation des marchandises. Maintenant, la raison pour laquelle beaucoup de gens parlent de ce déficit commercial, c'est parce que c'est une question d'emploi. La délocalisation de la production en Chine entraîne une hausse des salaires chinois, tandis que les revenus de la classe moyenne inférieure américaine stagnent. Nous y reviendrons. Mais d'abord, comprenons bien les faits. Ce qui se passe en Chine n'est pas vraiment du libre-échange. En 2001, quand la Chine a intégré l'Organisation mondiale du commerce, le Parti communiste chinois s'est engagé à ouvrir ses marchés et à suivre des règles commerciales fondamentales. Mais au cours des 24 années qui ont suivi, elle n'a pas du tout respecté ces accords. La Chine a promis de baisser ses tarifs pour ouvrir son marché aux entreprises étrangères. Mais dans les années 2000, le pays avait encore un taux de tarif moyen d'environ 5%. Et dans les années 2010, il facturait de 3 à 5% sur les importations. Pendant ce temps, les États-Unis ne facturaient que 1,5%, donnant aux entreprises chinoises un avantage injuste sur les américaines. De plus, si vous êtes une entreprise américaine qui essaie de faire des affaires en Chine, bonne chance. La Chine, comme le Japon autrefois, utilise une réglementation excessive pour compliquer la vente de produits américains sur son territoire. Cette pratique d'une barrière technique à l'entrée est illégale, selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce, mais elle se produit quand même. De plus, dans de nombreux secteurs stratégiques en Chine, les entreprises américaines n'ont de chance que lorsqu'elles créent une coentreprise avec une entreprise chinoise. Ainsi, l'entreprise chinoise obtient une participation majoritaire et impose que la production et les investissements se fassent en Chine, et que l'entreprise américaine partage sa propriété intellectuelle. Et le problème de la propriété intellectuelle est bien plus grand que cela. De nombreux acteurs chinois volent la propriété intellectuelle des entreprises américaines par le biais d'opérations cybernétiques. Le gouvernement américain estime que le vol de propriété intellectuelle coûte aux États-Unis 600 milliards par an, avec des coûts accumulés au fil des ans, se chiffrant en billions. Le vol de propriété intellectuelle est en réalité beaucoup plus coûteux pour l'économie américaine que le déficit commercial lui-même. C'est une des raisons de l'innovation rapide des entreprises chinoises. Le non-respect des droits de propriété intellectuelle est une autre ligne rouge que la Chine n'aurait pas dû franchir dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Après tout, on ne peut pas voler les secrets commerciaux des entreprises américaines, puis prendre leur marché en vendant aux consommateurs américains. La Chine n'a pas tenu sa promesse de s'éloigner de son modèle économique étatique. D'après le représentant commercial des États-Unis, il s'agit de l'un des principaux problèmes du commerce avec la Chine. Selon un rapport de 2024, la Chine demeure le défi majeur pour le système commercial international. Après 23 ans d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, la Chine continue d'adopter une approche étatique et non marchande de l'économie et du commerce, qui va à l'encontre des normes et principes incarnés dans l'Organisation mondiale du commerce.
C'est un point valable. Les entreprises d'État représentent 40% du produit intérieur brut chinois. Et chaque soi-disant entreprise privée chinoise a un conseil du Parti communiste chinois au sommet de leur structure d'entreprise. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'Organisation mondiale du commerce s'intéresserait à l'économie de la Chine. Le problème, c'est que la Chine peut utiliser son libre accès au marché américain de manière déloyale. Comme pour l'acier par exemple. La Chine utilise la politique fiscale, des prêts bon marché de banques d'État et le contrôle politique sur les fabricants d'acier pour surproduire massivement de l'acier. Cela a permis à la Chine de déverser de l'acier à l'étranger, tuant de nombreuses aciéries en Occident. Cela ne s'est pas du tout produit naturellement. Cela coûte très cher aux États-Unis économiquement et stratégiquement. Des situations similaires sont arrivées avec les panneaux solaires et les véhicules électriques. Et en ce moment, la Chine essaie de le faire avec l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Le déficit commercial énorme et croissant des États-Unis est dû à un mélange toxique de la Chine qui vole la propriété intellectuelle américaine, exclut les entreprises étrangères et favorise ses propres entreprises. Ce n'est pas du libre-échange. C'est arnaquer votre concurrent. Et tout cela frappe très fort un groupe, à savoir les Américains de la classe moyenne inférieure. Pour comprendre cela, nous devons revenir au graphique avec lequel nous avons commencé. Parce que de 1988 à 2008, la classe moyenne asiatique et le pourcent supérieur mondial ont augmenté leurs revenus réels de plus de 80%. Mais la classe moyenne inférieure dans les pays occidentaux, y compris les États-Unis, n'a connu presque aucune croissance. Le déficit commercial explique en partie cela. De nombreux Américains à revenus moyens inférieurs travaillaient dans des usines qui ont majoritairement délocalisé en Chine. Depuis l'essor de la Chine, la production industrielle américaine a presque stagné, et l'emploi dans ce secteur s'est effondré. Selon l'Institut de politique économique, le déficit commercial avec la Chine a entraîné la perte de 3 700 000 emplois aux États-Unis entre 2001 et 2018. C'est comparable à la population de Los Angeles. Pour beaucoup d'entre eux, la perte de leur emploi industriel a entraîné une perte de revenus permanente. Mais actuellement, le taux de chômage est à des niveaux historiquement bas, donc ces emplois dans l'industrie ont été remplacés. Cependant, un problème plus important est que la croissance des salaires a stagné. Ce graphique montre que 90% des salariés aux États-Unis ont du mal à augmenter leurs revenus réels. Ajustés selon l'inflation, leur revenu croît de moins de 0,5% annuellement, et cela concerne les 90% les plus bas des Américains. Les 50% les plus pauvres sont encore plus désavantagés. Pendant ce temps, les personnes dans le top 1% ont vu presque 10 fois la croissance réelle des salaires. Ce phénomène que nous voyons aux États-Unis est en fait lié au déficit commercial croissant. Vous voyez, la délocalisation de la fabrication en Chine profite principalement aux personnes en haut de l'échelle. Un président directeur général d'une entreprise multinationale peut obtenir une grosse prime si ses coûts de production tombent à une fraction de ce qu'ils étaient. Les ingénieurs des géants tech, comme Apple, sont plus précieux car leurs conceptions peuvent être fabriquées en Chine à faible coût. La liste s'allonge avec les directeurs financiers, les cadres de la chaîne d'approvisionnement et les investisseurs qui profitent tous du commerce avec la Chine. La question de savoir si faire des affaires avec la Chine est bénéfique à long terme est une toute autre question. La Chine tentera sans aucun doute de saper les entreprises américaines, ce qui nuira même aux Américains les plus riches. Mais pour l'instant, les dollars américains vont soit à des emplois étrangers peu qualifiés, soit à des emplois nationaux hautement qualifiés, tandis que la classe à revenus moyen bas en Amérique est laissée pour compte. Les chiffres du produit intérieur brut ne reflètent pas cette réalité. Il est vrai que la Chine et les États-Unis ont beaucoup augmenté leur produit intérieur brut au cours des 2 dernières décennies. Les économistes affirmant que le libre-échange mène à la croissance économique ont donc techniquement raison. Mais si un Américain gagne $1 million de plus et que 99 autres Américains peinent à suivre l'inflation, tout le monde n'est pas heureux. C'est principalement pour cette raison que Trump a remporté l'élection de 2024. Son message sur la fermeté envers la Chine et le retour des emplois résonne dans la Rust Belt. Trump remporte le Michigan, la Pennsylvanie, l'Ohio, l'Indiana et le Wisconsin, des États cruciaux. Comme nous le savons, il utilise des tarifs douaniers pour tenter de tenir sa promesse. En gros, les tarifs douaniers protègent les industries domestiques contre les étrangères et rendent la fabrication américaine plus compétitive malgré des coûts de main-d'œuvre plus élevés. C'est aussi une source de revenus pour le gouvernement, ce qui permet à l'administration Trump de supposément réduire les impôts sur le revenu. Cette stratégie, appelée protectionnisme, a été utilisée à maintes reprises par le passé. Mais les précédents historiques, celles-ci sont très mitigés, ce qui fait du protectionnisme une politique très controversée. Il y a toute une liste de pays où le protectionnisme a fonctionné, notamment aux États-Unis à ses débuts, en Allemagne au XIXe siècle,
et au Japon, en Corée du Sud et en Chine récemment. Mais tous ces pays étaient encore sous-développés lorsqu'ils ont adopté le protectionnisme. Il est ça la logique de protéger les industries nationales lorsqu'elles ne sont pas encore compétitives, pour leur donner le temps de se développer. Mais protéger les industries nationales peut aussi très mal tourner. Des pays comme le Brésil, l'Inde et surtout l'Argentine ont eu du mal lorsqu'ils ont essayé d'utiliser des tarifs douaniers. Le leader populiste argentin Juan Perón a utilisé les tarifs douaniers de manière préjudiciable, détruisant le succès à long terme de l'Argentine. Le protectionnisme présente un risque. Les industries domestiques ne sont pas incitées à devenir plus compétitives. De plus, si vous vous isolez des autres pays, vous ne pourrez pas non plus vendre de marchandises cohérentes à d'autres, ce qui peut être assez dévastateur. Si la politique commerciale actuelle perdure, la classe moyenne inférieure des États-Unis continuera probablement à s'appauvrir. Il est donc évident que la question du libre-échange est extrêmement complexe. Pour compliquer davantage les choses, nous devrions aussi revoir le déficit commercial en soi. Parce que si cela dégénère, cela ne conduira pas seulement à la stagnation pour la classe moyenne inférieure, cela signifiera que l'Amérique est rachetée. Quand l'Amérique importe plus qu'elle n'exporte, des pays comme la Chine se retrouvent inévitablement avec un excédent de dollars. La Chine réinvestit ses dollars aux États-Unis. Ils investissent dans des choses comme les bons du Trésor américain, la dette d'entreprise ou la bourse. Les investisseurs chinois achètent massivement des terres agricoles et des biens immobiliers aux États-Unis. Ainsi, les dollars reviennent aux États-Unis dans ce que les économistes nomment la balance des paiements. Évidemment, cela n'est pas nécessairement négatif. Cela montre que les États-Unis sont un lieu d'investissement populaire et que le déficit commercial aide à baisser les prix pour les consommateurs américains. Mais cela peut dégénérer. Actuellement, 24% de la dette gouvernementale américaine est détenue par des étrangers. Y compris les investisseurs chinois, il en va de même pour la dette d'entreprise, qui est détenue à 30% par des étrangers. Le marché boursier, détenu à 20% par des étrangers, et l'immobilier connaissent une évolution similaire au fil des années. Environ 10% des ventes de biens résidentiels aux États-Unis ont été réalisées par des investisseurs chinois. Au cours des 15 dernières années, les investisseurs étrangers ont acheté des maisons valant 1,2 trillion de dollars aux États-Unis. De plus, des étrangers possèdent maintenant plus de 40 millions d'acres de terres agricoles aux États-Unis, soit environ la superficie de l'État de Washington. Si les investisseurs étrangers, surtout chinois, continuent d'accumuler des actifs aux États-Unis, cela pourrait poser problème. Après tout, vous ne voulez pas que le gouvernement et les entreprises privées soient massivement endettés envers la Chine. Vous ne souhaitez pas non plus que la Chine devienne propriétaire d'une grande quantité de terres agricoles et résidentielles en Amérique. Ce serait une énorme faiblesse dans cette compétition géopolitique entre les deux plus grandes puissances mondiales. Pour rester informé sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, abonnez-vous à la chaîne. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi ? Parce que YouTube manque de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Maintenant, bien sûr, cela ne signifie pas que tout le monde devrait commencer une chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé à propos de commencer une chaîne YouTube ou une chaîne YouTube sans visage comme celle-ci, eh bien, c'est le moment parfait. YouTube paie des millions aux créateurs chaque jour, et il favorise maintenant plus que jamais les nouvelles chaînes plus petites. Mais je suis certain que beaucoup s'interrogent sur la façon de lancer et de faire grandir une chaîne. Nous recevons régulièrement des questions par email de votre part. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans un seul camp d'entraînement pour le prix très bas de totalement gratuit. Si vous souhaitez lancer votre chaîne YouTube, inscrivez-vous à ce camp d'entraînement en cliquant sur le lien dans la description ou à l'écran. Inscrivez-vous maintenant, car malheureusement, contrairement aux vidéos YouTube, le camp d'entraînement est comme un appel Zoom, donc il est limité à seulement 100 personnes. D'accord, revenons à la vidéo.